Vous écoutez ou contemplez 2D6 Plus Cool, une émission déclinée en podcast et chaîne YouTube où on performe, on enregistre et on monte nos parties de jeux de rôle comme des spectacles. Mais pas cette fois. Le week-end du 1er octobre dernier, c'était Octogone. Et sans lumineuse idée pour un nouveau Frankencast opportuniste, j'ai simplement tapé la causette avec quelques rôlistes sur leur pratique. Ce serait à refaire, je me déciderai plus tôt. Un rôliste, ça regagne ses pénates bien avant la fin de la convention. Les conversations que j'ai eu le temps de capturer n'en sont pas moins passionnantes. Bonne écoute. Mais qui es-tu ? Bonjour, je m'appelle Cyril, mais on me connaît sous le nom de MJ Masqué. Je connais donc ton identité secrète. Et nos auditeurs et potentiels spectateurs aussi. Eh oui, la légende raconte que pour voir mon visage, il faut venir en convention. Moi, il me semblait que le MJ Masqué, c'était plus un grade. C'est-à-dire, tu l'as hérité de ton propre père ou ton propre mentor ? Alors, en fait, c'est un titre qui se transmet de génération en génération. Lorsque le masque tombe, quelqu'un doit le reprendre. C'est un peu un flambeau, tu vois. Et nous, dans ma famille, on a vraiment cultivé cet ouvrage et on a vraiment travaillé pour obtenir le masque. Et je suis du coup l'aîné de la famille et j'ai hérité de ce titre incroyable. Et aujourd'hui, je contribue à la sphère rôliste à travers mes pouvoirs qui sont généralement dire beaucoup de conneries. Avoir un tic verbal qui est espèce. Je dis souvent le mot espèce. Voilà, c'est l'un de mes super pouvoirs, c'est très 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 fort. Voilà. Et sinon, j'ai de grandes capacités de montage, je suis très fort en audiovisuel. Et en plus de ça, à ce qui paraît, je suis drôle. Mais ça, je suis pas sûr. C'est une grosse responsabilité. Et un sacré poil sur ta descendance, du coup. Oh, non, je pense que je serai le dernier. D'accord. Ok. Donc, tu dis que tu dis espèce, donc auditeur, compte le nombre de fois où espèce sera prononcé dans cet échange et tu gagneras rien du tout. Notre estime pour ta patience. Mais ils vont être déçus. Parce que je le dis que quand je fais des descriptions. Tu vois, quand je suis maître de jeu, si je rentre dans une salle, je vais... Oh, c'est marrant parce que ça arrive particulièrement quand je suis filmé. Parce qu'en fait, comme je sais qu'il y a la caméra sur moi, j'ai une concentration supplémentaire. Et il faut savoir que... Bon, là, je parle dans une explication, c'est pas du tout la question, mais c'est pas grave. Oui, c'est pas grave. Je parle dans des réflexions, en fait, où... quand je fais un actual play, donc j'essaie de faire quelque chose de très qualitatif, donc j'ai de la location de matériel, j'ai de la gestion de son, donc je fais le travail du mec qui fait l'image, qui gère l'image, l'ingé son, tout en fait, et le maître du jeu. T'es un chef d'orchestre en fait, il faut être un putain de génie pour faire de l'actual play, non, quelque part. C'est un peu, tu vois, il y a les rôlistes, et puis t'as les rôlistes qui font de l'actual play, c'est un peu le niveau au-dessus quoi. Tout le monde quelque part devrait aspirer à être comme nous, comme eux. Finalement. C'est ça. Ils sont humbles en plus. C'est exactement ça. Mais tu vois, le truc, c'est que j'ai tellement de choses à penser que je fais moins attention à ce que je dis. Mon cerveau, il est plus totalement focus sur ma quête ou mon scénar, tu vois. Et du coup, quand je vais faire des descriptions, je vais rentrer dans des facilités de tics verbaux. Donc, je vais par exemple te faire des descriptions où je vais te dire, tu vois une espèce de machine électrique. Oui. Et puis, je vais reprendre 3 phrases plus tard. Et puis, d'un seul coup, il y a un espèce de liquide qui en sort, tu vois. Oui, et en fait, ça devient le running gag un peu à la con. Mais je travaille énormément là-dessus. J'ai réussi à en combattre pas mal, comme littéralement, etc. Et à titre informatif, je donne ce conseil à tous les maîtres du jeu qui ont la vocation de devenir meilleurs. Ça paraît bête comme ça, mais quand on joue entre potes, des fois, on n'y réfléchit pas spécialement. Mais si on a envie d'être meilleur, de procurer des meilleures sensations plus sympathiques à nos joueurs, à nos amis, un jour, pour le fun, enregistrez-vous. Vraiment. Et vous allez réécoutez-vous. Parce que moi, au montage, je progresse tellement comme ça. Se réécouter, c'est un exercice incroyable. Parce que, alors, déjà, le fait de le filmer et de savoir que ça va être en ligne, bon, moi, personnellement, ça me rajoutait un stress supplémentaire. C'est-à-dire que j'avais vraiment... je me disais, ok, tu peux pas te rater. Donc, c'est pas vraiment la peur de pas savoir, parce que je fais des jeux de rôle depuis très longtemps et puis j'en fais énormément. Donc, j'ai vraiment cette facilité à masteriser. Mais c'est vraiment juste te dire, en fait, t'as pas le droit à l'erreur, quoi. Surtout quand tu fais des jeux de rôle où tu invites des gens. Moi, sur le format Who Survive, j'invite des gens à venir jouer avec moi, des gens qui se déplacent. Comme je parlais tout à l'heure de location de matériel, c'est-à-dire que j'ai minimum 125 €. Donc, j'ai vraiment cette difficulté. Donc, effectivement, on a été coupé, mais on peut reprendre. Ouais. Je disais donc que quand tu as justement un enjeu financier, c'est-à-dire tu as enregistré du matos, tu as 125 € en jeu, 170 €, 200 balles de ta propre poche parce que tu as envie de faire un truc bien, tu as envie que les gens ils arrivent et qu'ils se disent putain, mais le mec il est tout seul et on dirait que c'est la bonne auberge ou c'est roll and play, tu vois. Carrément. Tu te dis putain, c'est une fierté aussi, c'est un investissement personnel que je fais, tu vois.
eh ben, t'as quand même une pression. Et tu te dis, putain, donc ce genre de situation, l'exigence. Voilà, ce genre de situation te met dans des contextes de jeu qui sont pas du tout habituels. Et là, tous les mauvais travers, en fait, ta plus mauvaise performance est présente. Oui. À l'image, c'est la plus mauvaise possibilité de toi. Parce que quand t'es chez toi, c'est là où t'es à l'aise, t'es avec tes amis, t'es en ton confort. C'est là où tu vas être le meilleur. Mais quand tu viens jouer à Octogone, au milieu de plein de personnes, à des tables avec des inconnus, quand tu vas dans une association où tu connais personne, quand tu fais un actual play pour la première fois sur internet, bah là t'as vraiment le plus mauvais MJ qui existe devant la caméra. Quand t'as la charge mentale pour gérer l'affichage, voire même l'échange vaguement avec le public quand tu streams, ça fait que t'as peut-être 20% de ton énergie qui est dédiée à la maîtrise et t'es là pour ça, quoi. Totalement. Et c'est pour ça que c'est un point super intéressant à soulever, parce que voilà, c'est une réalité. L'actual play, faire de l'actual play, ça rend meilleur en fait. Oui, je pense que c'est l'une des meilleures façons de progresser en tant que maître du jeu, parce que c'est plus que dans un contexte difficile, plus t'apprends en fait. Du coup, t'es plus du genre à mener qu'à jouer ? J'ai tendance à dire que je préfère mener. Mais je suis persuadé que les plus grosses émotions, on les vit en tant que joueur. Parce que pareil, quand tu es maître du jeu, même si tu es ultra à l'aise avec ton scénario, même si tu avais un système de jeu ultra narratif et que tu as un scénario super light et que tu peux vraiment te concentrer sur la narration et sur les émotions que tu vas vivre, quand tu es joueur, tu fais qu'un avec ton personnage. Ouais. Tu te lies à lui, tu joues qu'une seule et même identité. Et du coup, je pense que c'est vraiment dans ce contexte-là que tu vis les meilleures émotions. Je suis d'accord. Donc, tendance à préférer être PJ et mettre mes pieds sous la table et kiffer. C'est ça. Juste avoir à réagir à la fiction et en faire des caisses. Mais je suis plus souvent MJ que joueur. Et puis je pense que malgré tout, je préfère être MJ. Tu vois. Et du coup, quelle est ton approche de la pratique en tant que meneur ? Alors, moi je suis un fervent défenseur. Toutes les personnes, alors j'ai une association en banlieue parisienne où j'ai la chance d'initier énormément de néophytes. J'ai en permanence, chaque année on fait quasiment tout septembre, octobre, c'est que des personnes, des tables de jeu, les mecs qui connaissent rien, tu vois. J'ai vraiment cette approche-là. Et toutes les personnes qui veulent se lancer dans le mastering, je leur dis toujours, gardez à l'esprit que la priorité, votre priorité, c'est que les gens s'amusent. Moi, mon objectif, quand je suis maître du jeu autour d'une table, c'est que le mec a pris du plaisir. Même si je joue à Cthulhu et que je sais qu'au fond de l'histoire, je dois rendre fou son personnage, je dois lui faire peut-être du mal à son personnage, je dois lui traduire la peur, etc. Le but vraiment, c'est qu'il s'amuse. Et je suis, pour recentrer sur la question, je suis vraiment le type d'MJ que si jamais à la fin de ma session de jeu, autour de ma table, il y en a un qui est pas bien, qui a mal vécu son truc, eh ben, j'estime que c'est pas une réussite. C'est tout est ton honneur. Voilà, vraiment, moi, c'est mon objectif primordial, c'est le divertissement. Je veux garder toujours en tête que le but, c'est de s'amuser, c'est de prendre du plaisir. Et le maître du jeu trouve son plaisir quand la table prend du plaisir. Et du coup, alors que tu évoques ces motivations nobles et altruistes, j'ai presque l'impression d'être bas de plafond en recentrant vaguement le débat en disant mais du coup, t'as lâché le mot Cthulhu, est-ce que ça veut dire que tu joues à Cthulhu Chaosium avec ton propre scénario, les scénarios du commerce? C'est quoi en fait ton approche? Alors, je suis un peu un couteau suisse dans le sens où j'ai touché à tout pour essayer de découvrir plein de choses. J'ai d'abord été un maître du jeu qui aimait énormément créer tout. C'est-à-dire partir d'un scénario de toutes pièces et partir sur du porte-monstre-trésor et puis de faire des liens, etc., définir des scénars, une identité d'une ville, etc., etc. Puis à force de jouer tout le temps avec de nombreuses tables différentes, beaucoup de personnes, on en parlera peut-être dans cette interview, mais je joue énormément, j'ai la chance d'être jeune, pas avoir d'enfants, donc j'ai ce panel de jeux atroce. Donc aujourd'hui, je prends un vrai plaisir à lire des scénarios du commerce et m'imprégner d'éléments déjà existants et de les réadapter, les remettre à mon image. Donc je pense qu'aujourd'hui, principalement, je réadapte des scénarios. Ça m'interpelle ce que tu dis quand tu dis que ta jeunesse et ton temps libre font que tu deviens forgeron en forgeant. C'est comme ça qu'on dit. Ouais, je pense. Et que moi, je me rends compte qu'en jouant moins, je perds. Alors profite tant que tu peux jouer, justement. Non, mais je suis persuadé que dans mon asso, on a pas mal de gars qui ont connu, on appelle ça l'âge d'or, on sait plus si c'est l'âge d'or ou si c'est... Mais l'âge d'or, c'est maintenant. Voilà, si c'est maintenant l'âge d'or, on sait plus trop. En tout cas, qui ont connu le jeu de rôle à l'époque, dans leur adolescence. Aujourd'hui, maintenant, ils ont tous 40 ans, 50 ans, il y en a qui ont des enfants, tu vois, ils ont tous les mêmes vies. Mais effectivement, on est confronté
à des situations où eux ils ont une vie de famille, ils ont plus du tout la même approche que moi. Moi ça fait pas, avec le recul, ça fait pas si longtemps que ça je joue du jeu de rôle, mais on a tellement joué. On a même, tu vois, quand t'as un appartement, c'est une garçonnière, enfin, dans un contexte de jeu, on a tellement joué, on joue tellement tout le temps que je progresse très vite et on apprend très vite et on consomme énormément. Donc moi aujourd'hui, au rythme que j'ai, en achetant énormément de jeux de rôle, j'arrive à jouer à tout, tu vois, et c'est un vrai plaisir. Une partie emblématique avec MJ Masqué, ça ressemble à quoi? Quelle est la part du système dans tout ça, ou du lore ou... Alors, ça va vraiment dépendre du jeu auquel on va jouer, de l'aspect dans lequel je veux emmener mon groupe. Mais c'est un élément de scénario qui a été très fort, et pourtant c'est pas du tout un jeu qui est basé sur l'émotion, parce que c'est pas ce qui en ressortait, mais c'est vraiment du plaisir de jeu, le côté très cinématographique. On a fait avec un groupe de joueurs la campagne Alien. Alors on a fait Destructeur de monde et on a enchaîné Marine Coloniale, on a tout terminé. Et c'était, je pense que dans la conception de l'univers, dans l'interconnexion avec les personnages, dans les morts qu'on a eues, dans les interactions entre les différents personnages, dans toutes ces sessions de jeu qui se sont agglutinées, dans ce système de jeu, je pense qu'on a vraiment tout touché à Alien et on a pris énormément de plaisir. Donc une session type, c'est vraiment de l'épique, du plaisir, des rires, vraiment des rires et beaucoup de musique. Je joue beaucoup de la musique. Donc vraiment, c'est 50% des images. J'ai un côté très cinématographique de la chose. Donc même dans mes actual plays, c'est vraiment un truc que j'essaie de porter, tu vois. J'ai une vision très cinéma de tout ça, que ce soit par exemple dans le actual play Zombie Adventure, on a tourné un teaser où vraiment c'est une mise en scène en forêt et tout. Je te montrerai à la fin de cette interview, tiens. Pardon? Allez, je te montrerai le truc à la fin. Avec plaisir, ouais. Et donc allez voir si vous regardez. Parce que je ne te connais qu'en tant que joueur, moi. Ouais. Alors, il faut vraiment que j'aille voir ce que tu fais. Faut que tu ailles voir ce que je masterise. C'est vraiment cool. Franchement, c'est beaucoup d'investissement personnel et puis des rires. Moi, vraiment, je pense que l'image que je traduis le plus sur la facette qu'on connaît le plus de moi sur Internet, c'est vraiment l'humour. Ouais. Parce que je trouve que le divertissement passe vraiment beaucoup par le rire. Et aujourd'hui, c'est par là que je travaille le plus. Mais ça m'arrive de faire du dark, hein. Ça m'arrive de faire des trucs qui craignent. Du coup, c'est vrai que moi, Alien, je vois un culte au premier film, hein, je l'ai vu très jeune. Ouais. Du coup, c'est sûr que je charrie beaucoup les petits camarades de JDR Academy. Et la touche sans pareil d'O'Reilly, je veux dire, un de leurs PJ s'appelle Olivier de Carglass, quoi. En ça pose le ton. Ouais, je comprends. Mais nous on avait pris les choses assez au sérieux, hein, quand même. On était vraiment impliqués dans la conception de personnages et tout, dans le background. Enfin, ils avaient tous vraiment des et vous avez joué by the book avec des trahisons, le système qui gère ton oxygène, il me semble, la spirale de stress, le côté presque aléatoire de l'alien. Ouais, on a même joué les entractes entre chaque mission, les événements, la table aléatoire, des événements dans le Tabitam, où du coup, t'as des connexions peut-être avec une station spatiale, ta famille, machin, les histoires d'amour, on a vraiment joué autour de... Super classe. C'était trop cool. Franchement, aujourd'hui, j'ai fini toute la gamme Alien de Free League, là, et traduite par Arcane Asylum. J'ai tout joué. Et ça a été vraiment... Là, cette année, ça a été vraiment un vrai morceau de jeu de rôle et ça a été un vrai plaisir. Tu sais que quelque part, tu me fais un peu mal parce que nous, on a essayé et les 2 fois, la captation a foiré, on a lâché l'affaire parce que bon, arrive un moment, tu peux pas rejouer une partie que t'as déjà jouée, quoi. On a laissé tomber. Moi, 98% de mes parties sont pas filmées sur Internet. Elle a la force, tu vois. Aujourd'hui, les actual plays que je fais, c'est des jours de tournage. C'est-à-dire que je me place, je me dis, tiens, je fais une croix sur le calendrier, je dis, ouais, telle date, on va faire un tournage pour tel truc. Mais je joue tout le temps. T'en as bien de la chance. Ouais, en tout cas, j'ai de la chance et j'en profite parce que je suis conscient que ça sera pas éternel. Eh bien, merci pour tout, Cyril. C'est bien Cyril ? Ouais. Oh putain, je me suis pas planté. C'est bien, merci, Wolfgang. Et puis, 2D6 plus cool, j'imagine. C'est sur 2D6 plus cool quand même. Oui, bien sûr. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, je suis content d'être passé par là. C'était un vrai plaisir de discuter avec toi. Bon, je pense qu'on aurait pu discuter comme ça au moins 1 heure. Oui, mais le plan, c'était de faire une capsule. Elle est assez dense, celle-là. Hein, c'est devenu. On verra à quoi ressembleront les suivantes. Merci beaucoup, en tout cas. À plus tard. Mais dis-moi, qui es-tu ? Salut, je suis Zab de la chaîne Lancer Critique, une chaîne pas terrible sur le jeu de rôle que personne ne regarde.
Mais personne ne nous regarde. Ils sont tous occupés à regarder Game of Thrones ou Roll and Play. T'es plutôt PJ ou MJ? Alors je suis un MJ dans l'âme. J'aime bien jouer de temps en temps, mais ça va plus être pour découvrir des jeux. Mais sinon, non, j'aime maîtriser, j'aime raconter des histoires et j'aime beaucoup trop préparer mes parties. Tu aimes beaucoup trop préparer tes parties, c'est intéressant. Tu potasses quoi en ce moment? Alors, en ce moment, je travaille beaucoup sur le cabinet des murmures de Mathias Haddad, qui est un jeu de rôle où on va tous incarner le même personnage, qui est un médium qui va accueillir des esprits, donc des fantômes, et les joueurs jouent ces fantômes et vont pouvoir contrôler ce personnage un peu comme une marionnette. Et non, ça n'a rien à voir avec Everybody is John. C'est un jeu incroyable que je ne peux que trop recommander. Et comment est-ce qu'on prépare le cabinet des murmures? On galère beaucoup. Dans le cabinet des murmures, au niveau de la préparation, il va falloir créer la vie complète du personnage, il va falloir également créer sa mort. Et de préférence, il faut que la mort soit en lien avec le scénario qui est en cours. Donc par exemple, j'ai eu le moment où un des personnages rencontre quelqu'un qui l'a tué littéralement, et donc forcément il est éclaté dans une rage violente. Ses autres esprits ont essayé de le recapturer et pour essayer de réparer les pots cassés. Et on a également une mécanique qui tourne autour de souvenirs. En fait, quand on est sous la forme de fantôme, on ne se rappelle pas de l'intégralité de sa vie, on va récupérer des petits pamphlets de vie. Et c'est comme ça qu'un des personnages a découvert qu'il était l'amant de la femme du corps qu'ils habitaient. Des rebondissements assez incroyables, surtout quand ça arrive en plein milieu de partie. Du coup, j'avoue, j'ai encore du mal à me figurer comment est-ce qu'on joue à ce jeu et quel est quelque part l'objectif, indépendamment du fun qu'on recherche tous. En tout cas, moi, de la façon dont je le vis, ça va être un jeu qui va être plutôt basé sur des enquêtes. Ça va être un jeu vraiment tourné autour de l'histoire, du développement des personnages, comprendre qu'est-ce qui nous est arrivé dans notre passé, comprendre comment ça va faire évoluer la situation actuelle. Et aussi, de la façon dont je le fais jouer, découvrir la condition de... Parce qu'on ne sait pas pourquoi on est des fantômes, on ne sait pas pourquoi on est là, on ne comprend... découvrir l'univers, découvrir qu'est-ce qui se passe, et essayer de s'adapter à la nouvelle réalité telle qu'elle est. En gros, chaque PJ essaie de comprendre ce qui lui est arrivé, éventuellement par la main de qui il est devenu un fantôme. Entre autres, après, pour certains, c'est relativement clair. Il y en a qui ont été malades, qui ont eu des choses comme ça. On n'a pas forcément eu une mort violente, gruesome et autres. Non, mais des fois, on se rend compte que ah, mais j'ai travaillé sur ce projet dont vous êtes en train de parler et qui est en lien avec l'histoire actuelle. Donc, en fait, c'est beaucoup d'histoires qui sont très interconnectées où on va vraiment avoir plaisir à les découvrir au fur et à mesure parce que les personnages de la mécanique du jeu, on va avoir les souvenirs qui ne sortent pas de façon linéaire. C'est le joueur va dire je veux avoir accès à un souvenir et tiens, tu as le droit à un des souvenirs aléatoires de ton personnage. Donc on peut avoir l'histoire qui évolue vraiment complètement différemment selon à quoi on a accès à quel moment. Le jeu de rôle ne cessera jamais de me surprendre parce qu'en définitive, tu débarques les pieds sous la table, ton prêt tiré, c'est le scénario et tu le découvres en même temps que tout le monde, c'est dingue. C'est un petit peu ça, c'est un peu aussi le principe d'un scénario. Après, voilà, c'est un jeu qui est très orienté pour les MJ qui aiment raconter des histoires. Et ça tombe bien, vu que c'est ce que j'aime. C'est sûr que si on a envie de faire de la baston et qu'on n'a pas spécialement envie de s'intéresser à ce qui se passe, c'est pas évident. Ça reste aussi un jeu où il faut quand même un petit peu réfléchir quand on veut créer notre histoire, parce qu'il faut que même s'ils sont bloqués là, il faut que les personnages veuillent s'y intéresser et ont envie de creuser. Et en même temps, quand la proposition est aussi exotique, faut quand même qu'ils sachent dans quoi ils mettent les pieds, les PJ. Soit, mais Puis il faut dire aussi que de base, j'ai une mauvaise réputation de tuer tous mes joueurs, donc avec ce jeu, j'ai déjà pris un pas d'avance. Donc voilà, là au moins ils sont déjà morts, ils disent que cette fois-ci, je peux pas les avoir. Tu ne peux plus leur faire du mal. Donc non, mais c'est un jeu qui met un bel accent sur l'ambiance. Moi qui étais un gros amateur de Cthulhu, de choses comme ça, de jeux où on peut travailler tout cet aspect narratif, cet aspect immersion. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour le cabinet des murmures, et donc c'est une des raisons pour laquelle j'y joue beaucoup en ce moment. La proposition est séduisante, mais du coup, quels sont les leviers de la part des personnages pour interagir avec la fiction? Est-ce qu'ils font des jets de compétences? Alors effectivement, ils ont des jets de compétences, mais là où ça devient un petit peu plus intéressant, c'est qu'on peut pas dire je vais faire un jet de perception, ça n'a aucun sens, il n'y a qu'un seul personnage. Oh, quelle horreur! Exactement, ça me révulse. Mais non, là où ça devient... En fait, au niveau de la mécanique de jeu, il y a un arbre
dans quel état d'esprit va être notre esprit. Et donc on va dire là je suis plutôt observateur, je suis plutôt sur la réflexion, je vais être plutôt sur l'ouverture, essayer de comprendre ce qui se passe en face. Et on a un peu cette mécanique où oui, il y a que le personnage qui est en train d'être plus observateur, qui va être plus stressé, plus regardé, qui va avoir accès à ce phénomène d'intention. Voire on n'a même pas besoin de lancer un dé parce que de toute façon les dés c'est un peu usant, 3 par partie c'est un maximum. Ça alors? Oui, bon, après, pour des gens qui font de l'apocalypse, c'est un peu plus compliqué d'avoir cette... J'ai senti dans ton regard une once de provocation. Que nenni. Non, je suis assez peu partisan des dés dans l'absolu, mais c'est juste que j'aime bien qu'on me raconte des belles histoires et quand on me raconte quelque chose et que c'est incroyable, forcément... Si Nous avons idée de vos obédiences, monsieur. Si c'est beau, ça passe. C'est tout. The rule of cool. Mais oui, bien sûr. À jamais. Vraiment, c'est la meilleure des règles. Le but, c'est qu'on passe tous un bon moment, qu'on raconte une belle histoire et que finalement, est-ce qu'on a... Le dé ne sont là que pour faire du bruit derrière le paravent, c'est ça? Alors non, je suis pas... Non, ça, j'aime pas trop ça. Non, parce que là, ça sous-entend que le MJ triche et ça, j'aime pas. C'est pas mon dé. C'est vrai. C'est pas mon but. Non, moi, le dé, c'est pour le moment où tu fais quelque chose qui vraiment... si ça passe, c'est beau, mais si ça passe pas, c'est une catastrophe. Et donc, qu'on a des enjeux, c'est bien, c'est dit qu'on a des enjeux. Voilà, exactement. Donc, le dé est là pour moi, le dé est là pour ça. Finalement, les dés devraient être là presque que pour faire des critiques. Mais du coup, quelle est ta vision de la pratique des autres, finalement? Ils s'amusent comment? Aux autres tables? Écoute, ils s'amusent comme ils veulent et comme ils peuvent, même si certains s'amusent sur Donjons et Dragons. Grand bien leur en face. Non, en vrai, il y a énormément de pratiques du jeu de rôle et je trouve ça fabuleux. Il y en a de plus en plus. Le jeu de rôle s'est énormément démocratisé. Il y a surtout tout un tas de moyens, de médias qui se sont mis en place à présent. On peut jouer par texto, on peut jouer sur table, on peut jouer par des jeux vidéo, on peut jouer par des tabletop simulator, on peut jouer en ligne, en chat, on peut jouer par simple SMS. Par simple SMS, on peut jouer à l'écrit encore. J'ai des gens qui ont fait une campagne de Cthulhu entièrement par la poste. Ça leur a coûté cher, mais c'était fabuleux. J'ai lu la fin de la campagne et ils se racontaient tout. C'était un jeu par correspondance. Voilà. Même nous, vieux de la vieille, on l'a pas fait, et pourtant. Mais bon, comme ça a été dit, et pas par moi malheureusement, finalement le rôliste outrepasse le média et donnez n'importe quoi à un rôliste, il vous fera un jeu de rôle. C'est vrai, c'est ce qui est sorti d'une table ronde aujourd'hui même et c'était un trait d'esprit sans appel. Et j'espère que ce podcast Frankenstein en devenir va justement montrer la pluralité de la discipline et qu'il n'y a pas une seule et unique façon de jouer en jeu de rôle. Je l'espère. Même si les compétences c'est mal. Essayez les jeux narratifs, essayez les jeux alternatifs, c'est incroyable. Un jeu solo est aussi un jeu de rôle, n'hésitez pas, soyez curieux. Et sur cette belle note d'ouverture d'esprit, je te remercie de m'avoir offert ce témoignage. Bonjour, qui es-tu? Bonjour, je suis Mademoiselle JDR. Ah non, je suis Bruna, alias Mademoiselle JDR. Okay. Ça marche aussi? Ça marche aussi, c'est bon. Tu es plutôt joueuse ou meneuse? Joueuse. C'est quoi ta cam du coup? Qu'est-ce qui te fait triper en JDR? Bonne question. Ce que j'aime en fait dans le JDR, c'est tout simplement le fait d'incarner des personnages que je ne peux pas incarner d'habitude et il n'y a pas forcément de ligne conductrice, on est obligé de faire ça, contrairement à un jeu vidéo où il y a des étapes et on est obligé de les faire, alors que là par exemple si je suis désolée pour la MJ, mais si mon personnage est une barde et elle veut aller boire une pinte à la taverne du côté, même si c'était pas dans le jeu, je peux le faire et c'est cool. En fait, c'est libre d'imagination qu'il n'y a pas forcément dans les jeux vidéo, alors que c'est cool. Je dis pas que c'est pas bien, parce que je suis ancienne joueuse vidéo, mais c'est plus libre. T'es en train de me dire que t'as arrêté au profit du jeu de rôle? C'est vrai que j'ai pas beaucoup de temps. Oui, du coup t'es obligé de faire des choix, ouais. Donc il faut faire des choix dans la vie. Le peu de temps que j'ai, je le consacre au jeu de rôle, ou sinon à faire de la peinture de figurines.
Oh, c'est très reposant, c'est très relaxant. Et on peut le faire en écoutant des actual play. Oui, c'est ce que je fais. Oui, c'est ce que je fais. Alors, donc moi ce que j'entends, c'est que le jeu de rôle, la claque que ça a été, c'est d'avoir une réelle agentivité, le fait de pouvoir vraiment faire ce que tu veux et d'avoir la caméra qui te suit. Et du coup, tu réussis à retrouver ça à quel genre de table, à quel genre de jeu? Tu réussis vraiment à sentir que l'histoire tourne autour de toi et que tu n'es pas juste une porteuse de torche anonyme? J'ai pas forcément d'univers que je préfère plus qu'un autre parce que ça n'a rien à voir. Par exemple, du Alien et du Cthulhu, qui sont deux univers un peu différents. C'est vraiment par rapport au mood dans lequel je suis actuellement et avec mes potes du coup, et on fait par rapport à ce qu'on a envie de faire sur le moment T. Oui, ça vous dit de faire ça, ok, c'est parti. Là ces derniers temps on est sur du Simba Room. Ah ouais, c'est glamour. Beaucoup. Et ça va faire depuis le Covid qu'on fait la campagne et on veut faire que ça. Pourtant on a d'autres JDR mais on est tellement à fond dedans que dès qu'il y a un moment, ouais, on continue s'il te plaît, allez. Et du coup là on est dans cette période là, après peut-être demain on va plus être dans une autre période, ça dépend. Du coup je vois ce que tu kiffes en JDR. Qu'est-ce qui peut éventuellement te casser ton fun? Je pense que ce qui peut me casser, c'est plutôt... j'aime bien, c'est qu'on joue en équipe en général. À la base, le JDR, c'est pour jouer en équipe. Mais c'est vrai que quand il y a certains qui veulent pas forcément, qui veulent faire leur propre quête, et tu es là, mais non, faites bien, on va faire ça. Ok, on fait un peu, mais du coup, tu viens, et non, il est déterminé sur le non. Alors, je comprends, c'est son personnage. Ouais. Mais du coup, c'est un peu frustrant, du coup, t'es là, mais... Ok, bon, bah alors soit je le suis, soit je suis la quête. Donc ça, c'est vrai que ça peut être... pour mes débuts, c'était compliqué. Maintenant, il n'y a aucun problème. Tu fais, il n'y a pas de problème. Je vais même te suivre, je vais même aller plus loin que ce que tu fais. Du coup, on n'est plus du tout dans la quête initiale qui était censée... voilà. On avait un copain qui nous faisait le coup à chaque fois, tant et si bien qu'on a fini par parler de hold-up narratif, quand il commençait à emmener toute la fiction avec lui dans une direction opposée au reste du groupe. Mais du coup, tu as parlé de Alien RPG, le côté PVP, agenda secret, parce qu'il y a toujours un trait ou un Android d'abord, ça passe. Oui, ça passe. Ouais, ça passe. Et du coup, qu'est-ce qui te fait vibrer? Je sais pas, quelle prochaine partie arrive où tu as peut-être déjà ton personnage tout propre, petits oignons que tu as envie d'amortir? Il n'y a pas un genre... J'aimerais bien commencer à faire du Donjons et Dragons parce que j'en ai jamais fait. Et alors oui, c'est le grand-papa du jeu de rôle. Et du coup, je me dis, bon, mes potes non plus n'ont jamais fait. Je suis bah, venez, on fait et on essaye et on voit ce que ça donne. Donc, j'aimerais bien. En plus, là, je suis en train de prendre les figurines. Ça donne encore plus envie de faire une partie. On va s'y remettre nous aussi au grand-père parce que, bon... On lui reproche beaucoup son hégémonie, son omniprésence dans le paysage. Mais voilà quoi, est-ce que j'ai commencé dessus? Non, j'ai presque commencé dessus. Et de toute manière, la pop culture continue de nous inonder de ce groupe d'aventuriers rigolards qui sauvent le monde. Et on arrive à un moment, on a envie de renfiler ses pantoufles et d'y retourner, quoi. C'est exactement ça. Du coup, je dis pourquoi pas, la semaine prochaine ou dans les jours à venir. Ok. Du coup, j'ai pas encore trop écouté, parce que j'ai vraiment découvert MJ Masqué hier, en définitive. On t'entend chez lui? Pas pour le moment. Et quand est-ce que tu vas t'y mettre? Quand il aura de la place dans son agenda. Ouais, j'ai cru comprendre que c'était quelqu'un de très occupé. Oui. Mais écoute, merci pour ton témoignage, j'en demandais pas plus. À bientôt, mademoiselle JDR. Bah, merci beaucoup, et j'espère que ça sera pas trop gâté, parce que j'étais un peu stressée. Salutations, qui es-tu? Tu me sembles très familier. Mais est-ce que j'ai vraiment besoin de me présenter? Je suis Maxime, je suis un électron libre dans les courants alternatifs. C'est bien trouvé ça comme formule. Oui. Effectivement. T'es plutôt meneur ou joueur? Je suis multiclassé, je suis tout ce que tu désires. J'avais remarqué. Quels sont tes projets en cours qui te font vibrer, tes projets de tablé, ou peut-être ton dernier projet de tablé en date, ou peut-être ne joues-tu plus, parce que finalement c'est très surfait en définitive ce loisir qu'est le nôtre. Non mais ça dépend surtout de ce que je fais. Je suis MJ selon les moments, PJ selon les moments, je suis surtout géaniste, genre moi je suis le stade du jeu de rôle ultime, j'ai découvert que j'avais des jambes et que je pouvais me lever de la table. Tu vois, c'est un truc de fou.
Donc les derniers jeux que j'ai fait, il y a eu le Just a Little Lovin', un jeu sur l'apparition du sida dans les communautés gays dans les années 80. Excellent GN que je recommande aux gens qui ont envie de tester un jour. Il y a des compétences au jeu de perception, on fait quoi de l'XP? Alors c'est important, non je vais pas faire de blagues le sujet est trop sérieux, mais je sais que l'idée est là. J'ai pas particulièrement de projet de jeu de rôle en cours. Moi je suis pas un créateur, je suis plutôt un analyste, je suis plutôt un commercial et un mec qui vient et qui leech de la créativité des autres. Non, j'ai pas de projet particulièrement en cours. J'en ai toujours quelques-uns dans les poches. Moi, je suis très organisateur de jeux. Je suis toujours à la recherche de gens qui ont envie de tester des petits GN qui se jouent en une journée et que t'as pas besoin de t'acheter 300 € de costume pour aller dans la forêt pendant 2 week-ends. Non, moi je te fais un jeu en 4 heures sur un plan social des entreprises et je te fais chialer ta mère. Cordialement, pardon. Je te fais chialer très fort. Mais on a des projets d'écriture. On a un jeu Batman qu'on va peut-être réécrire. Il y a deux. Ah si, le dernier jeu que j'ai écrit et qui va bientôt peut-être ressortir en propre, c'est Enseignement moral et républicain. Un jeu sur l'éducation nationale telle qu'elle est en France et telle qu'elle risque de devenir. La vache, voici un témoignage assez peu courant. Ouais, on a écrit ça à LaboGN. Donc mon plus gros projet actuellement, c'est essayer de trouver un site en collaboration avec les camarades qui travaillent à LaboGN. Donc une semaine d'expérimentation autour du GN qui a lieu une fois par an, qui avait lieu une fois par an. Cette année, il n'y en a pas eu. Mais du coup, pourquoi c'est bien le GN? Le GN, c'est bien parce qu'en fait, ça permet comme le jeu de rôle, de vivre une expérience alternative, mais comme tu l'incarnes avec ton corps, tu peux vraiment expérimenter un cadre psychosocial différent, si je devais le dire avec des mots d'intello-gauchiste. Donc, de merde, oui, c'est très important. En gros, tu peux vraiment tester sur un court intervalle de temps, enfin un intervalle de temps plus ou moins long, comment tu jouerais dans ce cadre-là. Et par exemple, un jeu que j'ai joué il n'y a pas si longtemps, c'est Strangers, qui est un jeu silencieux, c'est-à-dire que tu ne prononceras pas de mots, tu crées un collectif avec des gens en se calibrant sur des gestes, sur comment on va jouer, des gestes plutôt petits et ronds pour une communauté, plutôt grands et droits pour une autre. Et en fait, les deux communautés vont devoir être confrontées un peu de force. Et en fait, c'est un jeu sur le racisme et c'est hyper fort. Tu te retrouves à ressentir des sentiments de rejet d'une autre communauté parce qu'elle fonctionne pas comme toi et que tu la comprends pas. Alors que c'est juste un jeu silencieux où on marche et on communique juste pas de la même façon. C'est tellement néo-conceptuel, j'étais pas prêt. Bah voilà, c'est ça qu'on fait chez les géanistes un peu chelous. Entre autres, on fait aussi parfois des jeux de rôle dans la forêt avec des épées, hein, mais... Ah, tu me rassures quand même. Bah ouais, mais bon... Non, moi je fais pas trop ça, ouais. Pourquoi? Souvent déçu. Les masses LARP en général, en fait il y a trop de gens pour pouvoir créer un cadre qui me satisfasse. Ça fait rêver sur le papier, souvent, ça crée des envies de crafter des costumes, ça donne envie de rêver, de créer des histoires en amont, mais sur place, l'exécution est rarement au rendez-vous parce qu'en fait, c'est trop demandé à des bénévoles de gérer aussi bien une intensité de jeu satisfaisante pour tout le monde. Bah, c'est normal, et du coup le fun en définitive avec une telle quantité de peuple alentour et entre les mains de chacun, c'est peut-être à toi d'aller chercher le plaisir. Ouais, ça me dérange pas si on me le dit dès le départ dans la note d'intention que ça va être à moi, mais j'avoue que du coup l'investissement en termes d'argent, de temps, d'énergie par rapport à un truc où c'est moi-même qui devais devoir aller chercher le fun et qu'on me le dit pas forcément au départ, ça m'a mené à des expériences décevantes régulièrement. Voilà, alors que moi je préfère jouer à des jeux où tout est explicite, le contrat social est clair. Moi limite s'il n'y a pas une note d'intention de 10 pages, je m'inscris pas au jeu. Voilà. S'il y a des gens que ça intéresse, voilà, les jeux sur Electrogène en général ou les jeux de l'association Experience sont vraiment des jeux où vous allez vraiment trouver ce qui est dit. En fait, vous allez avoir 20 pages de documents à lire avant de ne serait-ce que penser à vous inscrire. Donc clairement, voilà, et le taf fait par l'équipe Orga est clair et net, le taf que vous allez devoir fournir est clair et net. Et niveau investissement de costumes, ça dépend des jeux. Voilà, il y en a, ça va être minimaliste. D'autres, peut-être un peu moins minimaliste. En fait, ça va dépendre du mood. Il y a des moods où je peux être vraiment centré sur l'expérience que moi je vais vivre. Et il y a des moods où je vais avoir envie de vivre une expérience collective avec un groupe de potes. Et là, ouais, les gros GN, c'est plus intéressant parce que tu es vraiment plus dilué dans un collectif. Même si, en tant qu'individu qui a envie de se faire chouchouter, il y a beaucoup de GN où on encourage le play to lift. C'est-à-dire jouer pour les autres, pour que les autres aient... et le spotlight aussi, et tu peux kiffer le fait d'être en spectateur d'une belle scène de quelqu'un d'autre, même dans ces jeux-là. C'est juste qu'en fait, le jeu durant plusieurs heures, c'est ok que parfois le spotlight soit sur toi et parfois pas sur toi. C'est vrai.
Voilà, il y a plein de formats, tu as des GN seul, des GN à 4, des GN à 6, après tu as l'intermédiaire à 15-20, et après tu passes au gros GN à 60, 70 et compagnie, quoi. Voire plus. Dans ta dernière réplique, ta dernière logorée poétique, j'ai envie de dire, il y a un truc qui m'a effleuré l'esprit, et je vais sans doute encore faire un parallèle totalement tordu et maladroit et peut-être hors contexte, mais ça m'a rappelé les immersionnistes de ma connaissance qui sont tellement dans le trip de kiffer la partie, qui s'ambiancent depuis des semaines avant même qu'elle ait lieu, et qui au final s'éclatent totalement indépendamment de tout input du reste de la table. C'est incroyable finalement. Ces gens-là peuvent s'éclater sans toi. Oui, non, mais il y a plein de théories là-dessus. Alors, je les ai pas bien lues. Il y a des théories sur, en gros, quels sont les différents cadres de la partie. Alors, il y a l'événement en tant que tel, donc la partie, et il y a plein de choses qui se passent autour. T'as le après, le avant, et dans le GN, il y a pareil. En fait, t'es déjà en train de t'impliquer dans le jeu. Quand tu lis la note d'intention, t'es déjà en train d'imaginer, t'es déjà dedans. Donc, on va dire, il va y avoir plusieurs cercles d'implication. Et oui, c'est cool aussi, et c'est pour ça que je pense que les jeux classiques médiévaux ont autant encore d'impact. C'est parce que les gens kiffent crafter leurs costumes, passer des heures à réfléchir, à s'imaginer des trucs. Et il y a des gens qui sont pas déçus si ça arrive pas, qui sont juste contents d'avoir passé du temps à imaginer tout ça. Et tant mieux, franchement, je suis super content pour ces personnes-là. Le contexte Medfall a toujours un charme débordant pour moi, j'en serai jamais lassé. Voilà, bah après, maintenant, t'as aussi t'as plein de choses, hein. T'as du cyberpunk, post-apo, t'as tout ce que tu veux, hein. Et moi, je sais que je suis déçu si je m'imagine 8000 scènes et qu'en fait, à la fin, j'en fais quasiment aucune. Ça me saoule. Du coup, je préfère imaginer le moins possible et aller in media res dans le jeu, et on verra ce qui va se passer, quoi. Je vois ce que tu veux dire. Merci pour l'instant que tu m'as offert totalement au débeauté, Max. Attaque surprise. Ouais, voilà, j'avoue que le consentement a été de ouf respecté. Mais bon, j'avais un safe word, je pouvais dire Cast of Volsung. Mouda, mouda, mouda! Dis-moi, qui es-tu? Aurélien de la Rollisterie. La Rollisterie? J'ai jamais entendu parler. T'es plutôt joueur ou plutôt meneur? Plutôt meneur. Comment ça, tu as jamais entendu parler? Spotify, YouTube, tout ça, voyons. Mettez un petit pouce bleu, par pitié. Entre deux roll and play. Ah non, mais j'ai déjà fait la blague hier, là. Je sais pas si je vais la garder. Pas coupé au montage. Pas forcément, justement, parce que ta réaction est amusante. T'es quel genre de meneur du coup? Comment tu prépares des parties? Qu'est-ce qui se passe à ta table? Qu'est-ce qui te plaît le plus dans le fait de mener? Qu'est-ce que tu recherches? Quel est ton numéro de carte bleue? Alors le numéro de carte bleue, c'est non, on verra. Moi je suis très meneur JDR apéro, très des parties rapides, one shot. Je suis un MJ gentil qui est là pour faire découvrir les univers qui lui plaît. Par contre, effectivement, je joue dans des univers sombres, comme par exemple Nox, effectivement, que j'adore, qui peut être sombre, mais avec de la bienveillance et tout ça. En termes de maîtrise en soi, la préparation, tout ça, je prépare beaucoup. J'ai tendance à mettre beaucoup d'images, beaucoup de volume et beaucoup de préparation de PNJ. Mais voilà, c'est histoire que tout le monde soit bien dans l'ambiance. Mais dis-moi, à faire autant de préparation, est-ce que tu n'as pas peur de... Là, je te tire la manche avec les poncifs classiques. Est-ce que tu n'as pas peur un peu de trop scripter ta fiction, de trop t'imaginer comment ça va se passer et d'éventuellement, inconsciemment, brider l'agentivité de ton premier public à qui tu dois tant avant tout tes joueurs? C'est possible, c'est pour ça que le PBTA marche pas très bien avec moi. Mais intéressant. Mais sinon, non, ça dépend. Ça dépend vraiment des univers, de ce que je veux faire découvrir. Du Nox, l'univers est tellement profond qu'il y a beaucoup de choses à présenter. Du Pavillon Noir, c'est beaucoup plus libre. Et donc là, ça va être plus de la préparation sur les éventualités des réactions des gens. Ça peut être juste ça. Donc là-dessus, effectivement, les joueurs ont en pleine possession de ce qu'ils veulent faire. Tu viens de citer Nox et Pavillon Noir, surtout Pavillon Noir pour moi, donc ce sont des jeux, les jeux historiques c'est pire, pour moi c'est ma kryptonite, mais donc tu parles de jeux avec un lore, un background assez énorme, et pour un mauvais élève comme moi, réviser comme ça me terrifie, j'ai peur de pas rendre justice à l'univers, de sonner faux, ce qui est un peu débile parce que tu n'as de compte à rendre à personne quand tu fais du jeu de rôle, hein, chaque tablé c'est ton propre multivers, mais du coup ça me renseigne un peu sur le genre de meneur que tu es, ça te fait kiffer du coup t'es ce genre de meneur pour qui le fun commence dès la préparation finalement de la partie. Alors oui et non, parce que quelque chose de totalement aléatoire, lancé en impro comme un run die repeat un soir d'octogone dans un Ninkasi, ça marche aussi très bien, il n'y a pas besoin de préparation. Mais oui, c'est le kiff, effectivement, de pouvoir amener des choses aux joueurs qui peuvent être vraiment bien réfléchies. Et quelle est la place du système dans ta pratique ?
il faut qu'il soit pas trop présent. Voilà, j'hésite pas à tronquer des choses qui ne me conviennent pas dans les systèmes tant que la narration et le jeu est le plus important. Tu vas quand même pas me dire que les dés ça sert à faire du bruit derrière la paravent, pas à moi. Ah si, un petit peu, mais pour revenir sur Nox, décidément je leur fais de la pub, c'est un jeu qui se veut où on imite les GD, donc c'est vrai que c'est clairement ce que j'aime bien. C'est effectivement, t'as pas besoin de trop de systèmes. Nox, je le connais vaguement de loin depuis la chaîne de Linou Major Zero, si c'est son pseudo dans le bon ordre. Totalement, c'est ça. Mais je n'en sais pas plus. Un JDR post-apo totalitaire où on est dans une nuit constante sous un diktat, une organisation où on est obligé de travailler pour la survie de l'humanité, en quelque sorte. Papier, s'il vous plaît. Exactement, et on joue des gens qui vont essayer de se révolter face à ça, face aux incohérences de l'organisation et face au mystère de l'artefact, ce grand monolithe de métal qui s'est refermé sur la Terre et qui nous plonge dans cette nuit perpétuelle. Et du coup, si tu ne me X-cardes pas cette question, c'est quoi les jeux avec lesquels tu es moins à l'aise éventuellement ? Héros d'argile pour prendre un par exemple. On en parlait juste avant. Exactement. En jeu, il y a Fiasco par exemple qui a été ma bête noire du JDR entre guillemets pendant un moment parce que j'avais beaucoup de gens autour de moi qui appréciaient ça. Mais voilà, les jeux qui sont en mode vraiment sur la galère du commun des mortels sans aller au-delà de la vie courante, c'est pas forcément ce qui va m'intéresser. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok ? Un peu ça, tout à fait. Oui, alors c'est dans ce sens-là, t'as pas envie d'être médiocre finalement et d'en chier. Totalement, alors là c'est vraiment ça. C'est marrant parce que je me demandais, parce que c'est aussi quelque chose que je partage, si c'était ce côté sans meneur, un peu en roue libre, puisqu'il y a pas de meneur pour maintenir un vague canon esthétique commun, et du coup ça peut partir dans tous les sens. À bâton rompu, et moi ça a tendance à me faire paniquer. Je le dis, je le pense, puisque j'ai des parties où on jouait à ce genre de jeu-là et je m'évitais de faire tout commentaire malgré la terreur que je vivais tout le long de la partie. Ouais, bah ça dépend en fait. Ah bah tiens, on parlait justement de Linou Major Zero qui est juste à côté. Bonjour. Oh, le monde est tout petit à Octogone. On parlait de Nox et donc on en profiter, voilà. Bonjour. Oui, donc pour revenir sur la question, j'ai perdu le fil. Mais oui, non, ça dépend vraiment de ce qui se passe dans le jeu et de l'appréhension. Donc ça, clairement, ça dépend vraiment surtout de l'équipe qu'il y a. Ça, j'ai pas de réponse propre. On ne dira jamais assez, quel que soit le jeu, tout dépend de la table. Carrément, totalement. Voilà. On a fait le tour. Bah merci bien en tout cas. C'est moi qui te remercie. À bientôt, Auré de la Rollisterie. À bientôt. À bientôt. Mais toi, qui es-tu ? Alors moi, je suis pas grand-chose. Je suis Caprice. Je suis rôliste et c'est ma joie. Je suis une très jeune rôliste puisque j'ai démarré en 2020, à peu près au début du confinement. Et donc c'est marrant parce que je me considère encore comme débutante alors que ça fait déjà 2 ans que je joue de façon assez intensive. Et voilà. Et pourtant, on a déjà dû t'entendre quelque part. Alors vous avez déjà dû m'entendre, oui certainement. Je commence à apparaître sur certaines chaînes, par exemple sur Time to Roll où je suis audible sur la campagne des engagés. Je suis visible sur la communauté d'Orion JDR où je fais la co-animation du Discord principalement et puis la publicité sur Twitter. Et puis vous avez pu m'entendre sur Die Story, j'ai dit 3 mois et demi pendant la convention Octogone. Cool, c'est déjà pas mal de choses. T'es plutôt joueuse ou meneuse ? Alors je suis plutôt joueuse et j'aime beaucoup ça. Je voudrais me lancer comme MJ mais j'ai un peu de mal à me lancer parce que je n'ose pas. C'est quelque chose sur lequel je travaille et ça devrait bientôt se débloquer mais je suis plutôt PJ, oui en général. Tu sais que Cécile a justement écrit un bouquin pour aider à franchir le pas ? Je l'ai vu ce bouquin et la couverture est trop belle et il faut que je lui demande mais j'ai pas encore eu le temps d'aller le chercher. Faut vite se dépêcher parce qu'elle est quand même surchargée quoi. Je vais même essayer de lui poser 2-3 questions avant qu'elle ne file, mais c'est pas gagné. Si jamais donc tu franchissais enfin le pas, quel serait ton jeu de prédilection pour faire tes premières armes ?
Alors, je suis en train de préparer justement un one-shot de GenLab Alpha. Pourquoi GenLab? Parce que le premier jeu auquel j'ai joué, le premier jeu de rôle sur lequel j'ai joué en tant que PJ, c'était Mutant Year Zero. Donc c'est un système que je connais bien, que j'ai poncé et que voilà, j'ai joué pendant plusieurs mois, que je connais par cœur. GenLab, c'est le même système, c'est une extension, mais qui peut se jouer comme un jeu complètement différent. Et en fait, j'aime beaucoup le principe de jouer des animaux, parce que ça permet de forcer le trait du personnage et d'être, j'allais dire caricatural, c'est pas vraiment ça parce qu'on va pas dans le comique, mais de donner un caractère plus animal au personnage et ça peut permettre des scènes très chouettes, très sympas. On a fait plusieurs essais et c'était très chouette. Donc c'est vraiment GenLab que je pense faire jouer en premier. En tant que joueuse, qu'est-ce qui te parle le plus, qu'est-ce qui te fait le plus vibrer en jeu de rôle et peut-être ce qui te fait le moins vibrer et dans quelle mesure ça va impacter la façon dont tu entends mener GenLab Alpha? Alors en tant que joueuse, moi ce que j'adore c'est interpréter un rôle. Je suis pas du tout le type de joueuse, ou de joueur qui aime le porte-monstre trésor. Moi ça me gonfle. Moi j'adore mettre mon personnage en difficulté, le faire évoluer, le challenger, le faire souffrir aussi. J'aime beaucoup le fun de type 2. Plus le personnage souffre, plus le joueur s'amuse. Et je pense donc dans ma façon de mener ça va se ressentir parce que il va y avoir de la difficulté pour les personnages et beaucoup de narratifs. Je vais pousser les joueurs en fait à faire beaucoup de RP et c'est ça qui va déterminer la réussite ou pas de la mission. Ça fait envie tout ça. Mutant Year Zero, GenLab Alpha, je vois très bien ce que c'est. Donc un des jeux Free Alagan, Free League, qui reste relativement traditionnel et qui pourtant est très fortement inspiré de Apocalypse World entre autres. C'est presque un aveu de leur part. Donc ça peut être très sympa. En plus, ils se sont permis il me semble, de faire un jeu vidéo sur la même licence. Oui, c'est vrai. C'est vrai, j'ai un ami qui y a joué pendant un bon moment et qui m'a dit il faut que tu testes. En fait, j'ai pas envie de tester parce que j'ai pas envie de m'enfermer dans un imaginaire précis, visuel et j'ai vraiment envie de faire ressortir mon propre imaginaire, de trouver mes propres images, de créer moi-même quelque chose que je vais créer et pas de... Parce que le problème en fait c'est que c'est le même effet que quand par exemple on lit un bouquin, on se fait une idée de l'aspect des personnages, de l'aspect des lieux et quand on regarde un film finalement on s'enferme dans l'imaginaire qui est proposé et qui est visuel et voilà, j'ai pas envie de tester le jeu avant d'avoir créé mon propre univers de GenLab. Ça c'est super intéressant parce que je connais effectivement certains profils qui ont tendance à vouloir se préserver pour vraiment apporter quelque chose de très personnel dans leur partie, pas se laisser influencer. Moi j'ai une optique totalement contraire dans la mesure où j'essaie de piller tout ce que je peux trouver. Donc je comprends, je respecte. Le jeu est très sympa, j'aime bien les jeux tour par tour où tu as beaucoup de facilité à déplacer ta caméra, à te mettre un peu dedans. Ouais. Mais vivement, je serais assez curieux de voir ça parce que, alors je dis de voir ça. C'est vrai que la discipline de l'actual play, c'est encore autre chose que le simple bond dans la maîtrise. Peut-être que pour faire tes premières armes, tu vas peut-être pas t'embêter à te sentir filmé Alors non, certainement pas, parce que ça va être vraiment la première fois que je vais écrire moi-même un scénario, la première fois que je vais mener. Donc je pense qu'au départ, ça va être vraiment un petit comité avec des gens sélectionnés avec grand soin pour faire crash test et être bienveillant à toute épreuve. Après, pourquoi pas, si le scénario, ensuite je le développe et je le fais jouer plusieurs fois, pourquoi pas éventuellement soit le filmer, soit l'écrire, le poser sur du papier et le partager. On verra bien, mais ça pour le moment, c'est du futur, je sais pas encore. Un jour peut-être. Moi, ce que j'entends souvent dire, c'est que de toute manière, la qualité de la partie, tu prends le meilleur scénario, le meilleur jeu du monde, tout repose sur la table et l'osmose, donc tu as bien raison de t'entourer de gens fiables et qui viennent déjà pour passer un bon moment, quoi. Donc, c'est ça, et je pense que dans la communauté du jeu de rôle, on a quand même la chance d'avoir des gens en général très bienveillants et avec qui ça se passe très bien. En tout cas, moi, j'ai jamais eu de problème, donc c'est vraiment chouette. Tu as eu de la chance, sur Et pourtant elle joue, tout le monde ne peut pas en dire autant, mais l'avantage maintenant du en ligne, c'est qu'on peut aussi avoir plus de facilité à trouver des gens qui vibrent un peu de la même façon que nous, quoi. Tout à fait. Sur la communauté d'Orion, principalement, où je joue et où je ferai jouer sans doute, on a quand même cet avantage de discuter quotidiennement et donc de savoir avec qui on a des affinités, avec qui on a on va dire des atomes crochus, même si c'est pas vraiment ça, et pouvoir se rapprocher facilement de gens qui ont la
la même vision du jeu de rôle que nous. Et ça, c'est vraiment chouette de pouvoir mettre ça en commun. À quoi ça ressemble la communauté d'Orion? Parce que je la connais de nom, mais je n'y ai jamais mis les pieds, je ne sais pas ce qui s'y passe. Il faut y mettre les pieds, moi je t'encourage à le faire. À quoi ça ressemble? Alors c'est une grande famille avec le tonton chiant, le petit frère, il y a vraiment des profils venant de partout, des expériences de jeu de plusieurs années à quelques mois. On a des joueurs qui sont arrivés et qui n'avaient jamais joué, jamais mis les pieds sous une table de jeu de rôle et qui nous disaient bah voilà, j'ai vu votre lien sur internet, je voudrais essayer, qu'est-ce que je dois faire? Et on les prend sous le bras et tout se passe très bien. Ce qui fait, je pense, la différence de notre communauté par rapport à celle sur lesquelles je suis, c'est qu'on est actif vraiment tous les jours, mais sans obligation. Et on débat souvent de sujets, alors tous les lundis et tous les jeudis par exemple, on lance un thème de débat jeu de rôle sur une question mais qui est très simple et sur laquelle chacun peut apporter sa petite pierre à l'édifice. Et donc, Pour ou contre le jet de perception, je fais cette blague à chaque fois. C'est un sujet qu'on n'a jamais traité mais qu'on pourrait, je vais le noter. Et en fait on a des avis vraiment très différents et souvent on se rend compte qu'on peut toujours apprendre de tout le monde. Chacun a sa pratique différente, chacun a ses opinions différentes. Il y a des choses qui plaisent à certains qui ne plaisent pas à d'autres. Le tout c'est de trouver quelque chose qui convienne à qui on est et à qui on fait jouer. Donc c'est vraiment des choses intéressantes qui ressortent de ça. Et puis on a mis en place un système où on peut proposer des parties si on est MJ et puis rejoindre si on est PJ ou MJ. D'ailleurs ça fait du bien à certains MJ de temps en temps de passer de l'autre côté. Ça nous permet de découvrir des jeux qu'on ne connaît pas par exemple et puis c'est très chouette. On est une chouette communauté, je trouve. Sympa, viendez-y. Et puis justement aussi discuter avec des gens qui n'ont pas forcément la même pratique ou les mêmes attentes. Des fois ils réussissent un peu à déprogrammer vos convictions et dans ces moments-là, c'est vous qui faites de l'XP. Vous apprenez des choses sur vous-même. Si, je vous jure. Merci d'avoir répondu à mes questions et de prêter l'exercice. Avec grand plaisir. Merci à toi pour ces petites questions, c'est chouette. Et à bientôt. Mais dis-moi, qui es-tu? Eh bien, je suis Orion, je suis MJ sur les réseaux depuis un moment maintenant, enfin dans la vraie vie évidemment, autour d'une table IRL, mais aussi maintenant sur internet. J'anime avec Caprice un Discord qui réunit 200 joueurs intéressés et qui, avec des MJ, des PJ, on monte des parties sur tout style de jeu. On va du jeu tactique à du jeu hyper narratif. Et à côté de ça, j'ai sur Instagram des publications quotidiennes des inspirations sur différents jeux comme Le Monde des Ténèbres, L5R, Shadowrun ou d'autres. Et donc ça c'est sur Instagram, c'est pas difficile à trouver, c'est gratuit et ça inspire tous les jours. À côté de ça, je suis aussi scénariste. Donc là j'ai bossé sur la gamme, la campagne officielle de NOC, dont le premier volume est sorti récemment aux éditions 7 Mess. Et actuellement je suis en train de travailler sur la deuxième édition et je suis en train de la bêta tester, on fait souffrir un peu les joueurs. La bêta tester pour qu'elle puisse paraître sans doute l'année prochaine ou l'année encore d'après, on ne sait pas. En tout cas, voilà, ça avance de ce côté-là et voilà. Donc une plume, MJ et beaucoup de communauté, beaucoup de rôlistes. J'ai cru aussi comprendre que tu te compromettais dans de l'actuel play. Oui, alors ça malheureusement, mon corps défendant, en fait on joue aussi sur Time to Roll. Je suis PJ sur Time to Roll aux Encagés, une excellente campagne de Tristan l'Homme. Qu'on a commencé maintenant il y a quelques temps et qui est diffusée sur YouTube, où on peut suivre les pérégrinations de nos gendarmes confrontés à des choses pas tout à fait normales. Et c'est même très drôle. Je joue un perso que j'aime pas beaucoup parce qu'il est vieille France, réac et comment dire. Mais il a un côté franchouillard, donc c'est une caricature agréable à jouer qui fait rire. Mais je me moque aussi de lui aussi en le jouant. Donc mais ça marche plutôt bien. On a de bons retours. Donc on va voir après. Puis il y a d'autres projets avec Time to Roll. On parle d'un pack Selfika qui serait diffusé aussi. Donc il y a de beaux projets qui arrivent. Pack Selfika, vaste programme, comme dirait l'autre. Vaste programme, tout à fait. Que je vais mener, sans doute. Ah. Voilà. Pour l'instant, j'ai 3 joueurs bien chauds et on va les confronter aux autorités elfiques
à voir s'ils sont en capacité d'y résister. Alors, tu remarqueras d'ailleurs que la résistance globalement fait partie un peu des thèmes que j'aime bien. Parce que dans Notes on joue des résistants. Alors, pas Pacifica, on joue des résistants. J'aime beaucoup. Non plus que Spire. Exactement, mais justement, dans quelques années sans doute je ferai jouer du Spire. Parce que je pense qu'il y a vraiment une notion de se dépasser quand t'es PJ. Tu joues pas un Kidam, tu joues quelqu'un qui arrive à aller au-delà des autres. Et j'aime pouvoir faire ça aux joueurs. Un milieu un peu oppressif, mais dans lequel évidemment ils vont arriver à se libérer. Le but c'est la libération, c'est pas juste de les opprimer. Du coup, j'hésite à demander quel genre de joueur tu es ou quel genre de meneur tu es. Déjà, qu'est-ce que tu préfères? Je préfère de loin être MJ. Intéressant, mais pourquoi donc? Alors déjà, je suis quelqu'un de bavard, et le MJ peut être bavard. Alors que les joueurs ont moins l'occasion de l'être. En plus, ils doivent partager la parole entre eux. Voilà. Pour de vrai, j'aime beaucoup construire. J'aime beaucoup En fait, je suis inspiré de beaucoup de choses. Et donc, j'aime les retranscrire après dans les parties. Je suis un grand rêveur et donc j'imagine des scènes. Évidemment, après, avec des PJ, ça se déroule jamais parfaitement. Enfin, parfaitement. Jamais comme on l'espérait ou comme on l'attendait. Et ça fait partie des choses que j'aime beaucoup dans le rôle de MJ, c'est d'être surpris. Ah, parfait. Il y avait un célèbre jeu, je sais pas si tu connais, où tu dois lancer 2d6 plus une carac. Non, ça dit rien. Et qui dit qu'il faut jouer pour voir ce qui va arriver. Et pour moi, c'est vraiment... D'ailleurs, au passage, ça a été une évidence quand je l'ai découvert en disant « Mais oui, mais c'est évident ». Ça fait partie des choses qui, moi, me motivent. Quand t'es MJ, tu prépares un truc que tu connais pas. Enfin, que tu connais pas, que tu développes, tu es tout seul avec ton cerveau, voilà. Et après, tu le soumets aux joueurs. Et les joueurs, c'est eux qui racontent l'histoire, en fait. Toi, tu leur proposes des choses, mais c'est eux qui font le film. Et ça, j'adore, parce qu'en gros, t'es spectateur. Évidemment, t'as des trucs, des rebondissements, des choses pour pas que ça s'endorme à des moments ou que ça aille trop vite, mais voilà, t'es surpris par le jeu. Et voilà, c'est pour ça que même dans les campagnes, je préfère de loin les bacs à sable. Parce que les campagnes un peu dirigistes, finalement, t'es moins surpris et t'espères juste que les joueurs aillent bien jusqu'à la scène suivante. Alors dans les bacs à sable, ils peuvent se permettre de se lâcher et tu peux te permettre qu'ils se lâchent. Voilà. C'est pour ça je préfère cette approche bac à sable au scénario un peu filaire. Alors certes, dans le commerce, on touche plus facilement des scénarios filaires, mais je trouve vraiment les encagés, Paxelfica, toi c'est des scénarios, enfin des bacs à sable que... Je savais pas que c'était écrit comme des bacs à sable. Les encagés, alors pour le vivre en tant que PJ, hein. Oui. En tout cas, c'est la façon dont Kylian de Time to Roll nous fait vivre. On a vraiment cet aspect de bon, où est-ce que vous voulez aller ensuite? Et c'est les gendarmes que l'on incarne qui vont ensuite s'orienter vers telle ou telle piste. Des fois, c'est recadré par le jeu d'instruction parce qu'on va pas dans la bonne direction, mais peu importe, on a quand même creusé dans un endroit. Donc il y a un peu cette notion d'enquête, voilà. Et Paxelfica, c'est un bac à sable avec quatre fronts, on pourrait dire, pour un vocabulaire de Dungeon World ou d'Apocalypse World, 4 fronts qui se développent en même temps. Les PJ sont d'ailleurs au courant qu'ils existent, et donc ils vont devoir interagir dans ces fronts pour empêcher qu'évidemment ils se réalisent, mais tout ça dans un monde un peu fermé parce qu'on peut sortir de la ville, mais le jeu c'est vraiment autour de la ville de Braneven dans Pacifica. Et voilà, donc ces notions de bac à sable, je trouve que c'est là où les joueurs vont pouvoir le plus improviser aussi et aller où bon leur semble. Et finalement, ça génère du jeu, même pour moi. C'est-à-dire, même pour moi qui ne m'attend pas forcément à l'endroit où ils vont aller. Voilà. J'affectionne ce côté-là. Et sur les scénarios que j'écris, j'essaie aussi en gros, de jeter les bases et dire voici les options vers lesquelles vous, MJ, vous pouvez les orienter. Et s'il se passe ça, voici ce qui peut arriver. Voilà, de donner un peu de latitude plutôt que d'espérer qu'on a un enchaînement de scènes, etc., etc. Je suis intrigué. Je l'étais peut-être pas forcément avant, parce que je l'ai pas forcément tiré par le thème, ou parce que je me disais que c'était pas forcément ma cam et que il y a pas mal de jeux qui m'intimident. Mais là, tu as aiguillé ma curiosité. Sur lequel? Les encagés ou Paxelfica par Les exemple? deux. Les deux, les trois, même Nock quelque part, parce que tu écris pour Nock, et donc parce que la façon dont tu écris tes scénarios, du coup, ça me parle. Et c'est peut-être un bouquin que j'aurais peut-être pas ouvert par défaut. En fait, j'ai une façon de jouer. Alors, moi, je suis issu de l'Appel de Cthulhu et de Shadowrun. Voilà, des jeux traditionnalistes dans lesquels le MJ a bien sa place, les joueurs ont bien la leur, et t'as des scénarios et il faut jouer les scénarios et point. Donc ça m'a bercé évidemment pendant l'adolescence et ensuite ma vie étudiante. Je me suis usé la rétine sur les scénarios Casus Belli de mon petit patelin avant Internet. Hein. C'est le seul moyen de rêver. Voilà, tout à fait. Le scénario est d'ailleurs écrit par Tristan Lhomme pour certains. Carrément, c'est dingue. Hein. Voilà, tout à fait. Hier, j'ai un pote qui a joué avec Didier Guizerix. C'est légende. C'est ça. Et en fait, quand est arrivée la vague des jeux propulsés par Apocalypse, je me suis dit révolution. Le tsunami.
j'ai commencé à faire jouer. J'ai vu que certains joueurs étaient réticents. Et aussi, moi, j'ai eu vachement de mal au démarrage à me dire, mais qu'est-ce que c'est que cet ovni? Comment est-ce qu'on le met en œuvre? Et heureusement, le bouquin est imbitable. Exactement. Heureusement, il y a eu des aides de jeu, notamment, je pense à Bastien qui a écrit sur le guide de Dungeon World. Et alors, un potentiel ludique. Avec l'accent belge, ça le fait bien. Et là, j'ai mieux compris comment ça marchait. Et après, donc, j'ai commencé à faire jouer propulsé par Apocalypse. Ça a eu plus ou moins de réussite. On a fait une super campagne. Je pense que j'ai des joueurs que je connais depuis 30 ans qui ont vécu leur meilleure campagne à Dungeon World, par exemple. Mais ça marchait pas pour tout le monde. Et en fait, j'ai finalement essayé de composer avec. C'est-à-dire de travailler. Alors, évidemment, on retrouve ça dans un KG. J'ai aucune prétention sur les KG. Je suis que joueur. Et sur Pax Elfica, je ne suis que meneur. Je suis pas le scénariste. Mais dans Noc, en tout cas, j'essaie de faire la même chose. C'est-à-dire de dire, bon, il y a un thème de base, un postulat de base. Voici quelles sont les oppositions. Et voici les événements qui peuvent se produire. Voilà. Et voilà. Alors après, Note, c'est un jeu pour un public un peu mature. Enfin mature. Hein. C'est un contenu un peu dur parce qu'il est très oppressif. Donc c'est sûr que c'est pas forcément pour tout le monde. Mais le but de Note, c'est justement de réveiller l'espoir. Et on joue des gens qui vont aller vers de l'épique. On joue des héros qui vont devenir des héros. Alors ça, peut-être les éditeurs l'ont pas forcément bien souligné parce que ça fait un peu partie du spoil. Mais vers des gens qui vont atteindre des niveaux surhumains. Et donc ils vont se libérer des chaînes, évidemment, c'est l'objectif en fait. C'est de commencer en étant un citoyen complètement oppressé et de t'emmener vers le niveau épique où tu vas casser des gueules divines, tu vois. Tu assumes ce que tu es en train de dire parce que là on est en tête à tête, je veux bien imaginer que cet épisode sera pas écouté par 500 personnes, mais quand même, ça sera plus qu'un secret de couloir là. Ouais, mais d'un autre côté, les joueurs qui vont le jouer doivent savoir que derrière il y a l'espoir. Le jeu il est pas sadique et donc il cherche pas à faire mal pour le plaisir. Il cherche au démarrage de la campagne officielle, celle dont je suis l'auteur, elle cherche à rendre dur le monde pour donner de vraies raisons en fait de s'en libérer. Et l'expérience, les apprentissages à la fois des joueurs et des personnages. C'est-à-dire qu'on n'est pas à la place de tout le monde, ton personnage tu vas le garder. Et donc il va apprendre aussi et il va commencer à maîtriser son environnement et petit à petit il va arriver à le dépasser. Sur un crack, je dis pas grand chose en fait. Je dis juste qu'il y a un après et cet après il est beaucoup plus épique et beaucoup plus surnaturel. Et d'un autre côté, dans un univers qui a un objet gigantesque, titanesque au-dessus de la tête qui maîtrise des énergies quantiques et ce genre de choses, t'imagines bien qu'il y a une notion de surnaturel qui est au départ du côté des PNJ et qui ensuite est acquis par les PJ. J'en avais qu'un vague vernis de l'image que me faisait du jeu, c'est un peu papier s'il vous plaît 1984. C'est assez amusant d'ailleurs de se demander si cette émission n'est pas sponsorisée par Noc parce que ça revient sur toutes les lèvres des personnes que j'ai interviewées jusqu'ici. Bah tant mieux. Alors déjà, je te dirais pas qu'on est dans une période où la guerre, le confinement, ce genre de choses sont des réalités très très palpables. Ouais. Et quelque part le jeu il propose de s'en libérer en fait de ça. C'est sûr que quand le jeu est sorti au début de l'épidémie, on s'est dit mais est-ce que les gens ont vraiment envie de voir un jeu qui parle de pression et voilà. Et en fait l'auteur principal a dit mais c'est un jeu qui parle de lumière surtout. C'est un jeu qui pousse à l'espoir. Donc en fait certes la première couche, celle qui est visible, elle est très noire, très sombre. Mais derrière, on n'est pas culte, on est sur des choses qui sont comment dire, qui poussent à se dépasser et donc à se diriger vers la lumière. Parce que il y a, sans spoiler encore une fois, il y a autour de la Terre, dans le setting de Nox, un artefact qui l'emprisonne et qui le plonge dans la nuit. Et la question qui est en 4ème de couverture, hein, j'invente rien, c'est est-ce qu'on arrivera à libérer la Terre de la nuit? Quand je parlais de lumière, tu vois... La vache. D'accord. Bon, il va falloir que je me renseigne un peu, que je fasse mes devoirs, parce que visiblement, je maîtrise pas du tout le sujet. Mais au moins, je n'ai trompé personne sur cette vérité. Bah écoute, c'est super intéressant. Des fois, je demande aux gens avec quoi ils sont le moins à l'aise à leur table. Est-ce que c'est vraiment le moment de te demander ça? Après une telle débauche d'effets spéciaux, verbaux? Ta kryptonite, peut-être? Oui, tout à fait. Pourquoi pas? Non, mon symbole, c'est plutôt Robin. Le petit logo, c'est plutôt Robin. Oui. Pas trop Batman. La jambe gauche. Moi, je suis pas trop cap. Tu vois, je suis super-héros sans cap. Je laisse à Superman sa kryptonite. Avec quoi je suis le moins à l'aise? Sans juger, hein. Ah non, j'ai pas de réponse toute faite à cette question. J'essaie d'aller vers les joueurs débutants. Des fois, enfin souvent d'ailleurs, ils te surprennent. Comme je te l'ai dit, moi j'aime être surpris. Donc les joueurs débutants ils se surprennent parce qu'ils n'ont pas les codes. Oui, ils sont pas formatés. Exactement. Et donc ça donne un jeu frais. J'aime beaucoup, même avec des jeux comme Noct d'ailleurs.
J'ai fait jouer 4 parties pour cet octogone. Alors, imagine quand à des débutants, je leur fais jouer Alice is Missing, quoi. Ça sort des sentiers battus. C'est sûr. Jamais connu d'ailleurs Alice is Missing. Je connais de réputation, mais jamais joué. Donc, le truc avec le moi je suis moins à l'aise, c'est peut-être justement les jeux qui sont très feel good. Peut-être des My Little Pony ou des jeux comme Cats. Tu vois, j'ai pledgé Cats. On va essayer. Pas que j'aime jouer Dark exclusivement, mais je sais pas si j'arriverais à rendre sans donner un petit côté second degré, voilà. Je sais pas si je me sentirais à l'aise sur des jeux qui sont feel good. Je connais des MJ qui font ça très bien, mais j'ai pas l'impression d'être formaté pour ça, moi. Justement, quand on parlait de formatage, moi je suis plutôt sur des jeux plus sombres. Voilà. Je comprends parce qu'un peu l'obscurité, elle est liée au jeu de rôle depuis si longtemps maintenant. Parce que sinon, j'ai envie de mettre du drame partout, quoi. Ouais, mais alors, tout ça, Freud serait content, tout ça vient de ma mère sans doute. Parce que ma mère refusait que je regarde le Club Dorothée, il y a des trucs trop violents. Mais elle avait raison, c'était vraiment pas de notre âge. Bah oui, mais du coup, j'ai pas été bercé trop à cause des dessins animés. C'est peut-être pour ça que je suis moins dans cette approche. Bah, après, pour le coup, et là on est vraiment en train de sortir du sujet, mais je pense que c'est quand même intéressant parce que l'inspiration on la trouve vraiment partout. C'est ce que j'ai dit face à Caprice dans un autre contexte. De nos jours, t'as les Américains qui s'amusent à faire toute une série de séries très modernes, très souvent queer friendly et très positives, parfois sombres, parfois douloureuses, mais avant tout saines et positives. Et c'est vraiment quelque chose de nouveau que je découvre avec ma fille. Et je me dis que j'aurais bien aimé voir ces séries en montant. Elles m'auraient aidé, je pense, dans ma vie de tous les jours, même si je n'oublierai jamais les Chevaliers du Zodiaque qui m'ont appris que les vrais hommes pleurent. C'est vrai. Quand tu parles de Steven Universe, Adventure Time, Dead End, Gravity Falls, Hilda, Beyond the Garden Wall, Infinity Train, il y en a tellement d'autres, She-Ra. Ah oui, d'accord. Monsieur est spécialiste du sujet. Ma fille a 12 ans, mais du coup, elle regarde pas non plus la télé, tu vois. Comme quoi, j'ai reproduit ce que ma mère nous avait fait. Par contre, ce que tu dis sur les Américains qui essaient de donner du positivisme, on le voit à travers Donjons Dragons qui évolue, qui fait sa mue. Et ça, c'est quelque chose que je trouve une bonne respiration, tu vois, pour le jeu de rôle, avec des univers qui sont beaucoup moins europo-centrés, tu vois. Il n'y a pas que que l'homme blanc qui est sur Terre, voilà, et sur lequel on peut faire des jeux de rôle, et voilà. Et ça, Rings of Power est très enrichissant pour ça. Tout à fait, oui, mais voilà. Je fais pas partie des gens qui sont outrés par cette série, parce que, pour moi, c'est une série américaine, ça se regarde, c'est même plutôt sympa d'ailleurs. Voilà, et c'est quelque chose, la diversité sur des choses, l'inclusivité. Tu vois, dans Notes par exemple, c'est un univers qui paraît très machiste, parce que c'est très inspiré de l'Union soviétique, etc. En fait, les femmes, là encore, elles ont un pouvoir. Et aux tables, tu remarqueras que tous les PNJ, à chaque fois, il y a autant de prêt-tirés féminins que de prêt-tirés masculins. La femme a plus que sa place. Même sur les archétypes, là, tu restes tes archétypes autour de la table, ils sont loin d'être tous dans le canon soviétique de l'époque. Parce qu'on essaie de se détacher, on a un jeu qui essaie d'être moderne. Et donc, on met de la diversité aussi. C'est à notre niveau, mais c'est du positivisme aussi. Tu vois, même si c'est dans un univers sombre, même si y a des contraintes évidemment esthétiques, mais qu'on essaie de diminuer par ces éléments-là. Est-ce que ça existe en PDF, Noc ? Bien sûr. Alors moi je suis pas l'éditeur, donc je peux pas te donner les tarifs, mais sur le site de l'éditeur tu peux le trouver en PDF. Et il est sorti il y a très peu de temps en PDF pour le public. Il était déjà sorti pour les crowdfunders depuis il y a un moment, mais là il est déjà accessible. Parce que j'apprécie énormément d'avoir à peu près toute ma bibliothèque dans le creux de ma main et via l'appareil avec lequel je t'enregistre. Et mais on est pareil. Alors moi je suis devenu gourmand avec le temps, c'est-à-dire que au début je jouais en papier, ensuite je suis passé à la tablette, ensuite je suis passé au VTT, et maintenant j'ai besoin des trois. C'est-à-dire que pour préparer une partie, je vais me servir du bouquin papier. Ah évidemment je peux pas faire ça pour toutes les gammes. Parce que j'ose pas l'abîmer. J'entends le collage qui cède à chaque page que je tourne et ça me fait mal. Ouais mais encore c'est pas des bouquins des cartes, hein, et ils ont un collage qui tient. Les bouquins me permettent de préparer la campagne, de la lire si tu veux, comme un roman. Ensuite, pendant la partie, ça va être le VTT, c'est la partie virtuelle, numérique qui va servir. Et le PDF, c'est génial, faire du recherché dans le document, le temps, l'index. Je loue les éditeurs comme les 12 singes, c'est pas les seuls, hein. Bon, évidemment il y a 7 messes, mais comme les 12 singes qui proposent une offre numérique, qui proposent des PDF qui sont travaillés avec des liens hypertextes,
avec un véritable index, des fonctions OCR, enfin bref, c'est un outil le PDF. Donc c'est pas juste une copie blanche sur... Qui n'attend que d'être piraté. Ah oui, le piratage existe, mais je pense qu'il... je suis pas sûr qu'il ait fait mal à l'offre PDF qu'on voit aujourd'hui. Sinon d'ailleurs les éditeurs ils auraient fait machine arrière. Toi-même tu sais, Zitterman, le monde change. C'est très private ce que je viens de dire. Ah d'accord, ça marche. Mais d'ailleurs Zitterman fait partie des gens que j'ai regardé il y a longtemps et qui m'ont permis de mettre au VTT, ce genre de choses. En fait, je pense que les rôlistes c'est un milieu qui s'auto-alimente. Et on découvre des choses. Tout à l'heure il y avait Cécile que j'ai croisée. C'est globalement en suivant ce qu'elle montrait que je suis passé à Fonderie. Tu vois, c'est tout le monde et la communauté est bienveillante. Tout le monde se Là, j'ai le camarade Mazzoni de la JDR Factory qui me dit beaucoup de bien de One More Multiverse, qui est vraiment à mi-chemin donc entre le VTT et le JRPG. Il a l'air de dire, et justement, il y a un module officiel de Spire qui est développé dessus. Je suis teasé. Spire, moi je jouerai sans doute en Fonderie, parce que maintenant que j'ai commencé à mettre les Fonderies, c'est vrai qu'on voit aujourd'hui arriver même sur Fonderie, même, tu vois, il y a un stand Menhir par exemple. Oui. Ma première remarque c'est, mais est-ce que c'est encore du jeu de rôle? Parce qu'on voit bien que c'est un jeu de rôle online, que tu peux interagir avec ton environnement, tu peux construire des scènes et construire des environnements qui sont magnifiques, des PJ que tu peux peaufiner comme sur un MMO. Mais est-ce qu'on va jouer du coup tous dans une même pièce devant les écrans? Est-ce que c'est ça dans 20 ans le jeu de rôle? En fait un mélange. J'attends la VR moi, la vraie VR. Mais du coup c'est-à-dire qu'on va jouer avec les casques. Mais non, la prise jack dans la nuque. Ah oui voilà. Ah pourquoi pas. Un des trucs que j'aime bien sur les holodecks de Star Trek aussi. Ouais. Un truc que j'aime bien sur les VTT, c'est jouer avec la visio. Pour moi, le contact visuel est nécessaire pour faire jouer. Déjà pour des questions de sécurité émotionnelle. C'est-à-dire que si tu fais jouer... en plus, je fais jouer des débutants beaucoup. Si tu fais jouer des débutants mais que tu vois pas comment ils réagissent à ce que tu fais, sur des univers un peu sombres, tu peux soit les perdre, soit générer chez eux un phénomène que tu vas même pas sentir. Ouais. Et le visuel du coup est important. Au-delà du fait que ça permet aussi d'impliquer plus le joueur sur sa partie. Parce qu'on est vite distrait en fait, quand on est sur son PC, on a plein de distractions, c'est encore pire que les téléphones à table qu'on a connus le passé un temps. Maintenant tout le monde est sur le PC en même temps, on peut pas leur reprocher puisque c'est leur moyen de jeu. Mais d'avoir le visuel, ça permet de garder le lien, potentiellement de faire du langage non verbal, genre je veux parler, ou genre la carte X, genre je veux qu'on avance un peu, voilà. Et puis ne serait-ce que juste de voir les réactions des gens. Voilà. Je trouve que la visio ça permet un bon mix entre le pur VTT et la partie sur table. À t'entendre, on dirait que le virtuel est au cœur de ta pratique, parce que c'est vraiment très orienté justement jeu à distance, la façon dont tu en parles. Avant le confinement, j'avais une pratique qui était quasiment exclusivement IRL. J'avais mes tables habituelles et je faisais jouer plusieurs jeux, les jeux qui intéressaient la partie, qui m'intéressaient moi, et voilà. Et j'adorais. Après, avec le confinement, j'ai dit mais je peux pas m'arrêter de jouer. Moi, le jeu c'est ma passion, c'est vraiment mon moteur en fait. C'est là que je peux évacuer tout mon stress. Donc j'ai besoin de jouer. Donc j'ai commencé à faire fouiller. J'ai fait l'auberge virtuelle pour trouver des tables. Ça m'a permis de jouer avec Manitou bien avant que je le connaisse mieux. Voilà. Et en fait, via ces tables, je me suis dit mais en fait c'est à la portée de tout le monde. J'avais testé avant le confinement sans le mode vidéo. Je m'étais dit non, ça matche pas, j'arrive pas à sentir les impressions de la table. Et en fait en jouant à l'auberge virtuelle, ils avaient mis la caméra et en fait pour moi c'était fluide. Et ben aussitôt je me suis dit je vais monter un Discord et je vais proposer des parties. On va voir s'il y a des joueurs sortant de ma table de jeu habituelle, parce que ma table de jeu n'était pas très VTT. Je me suis dit, bon, on va voir s'il y a des gens. Et c'est comme ça que j'ai connu Caprice notamment, mais d'autres joueurs aussi. Et qu'aujourd'hui, je te dis, on est plus de 200 sur le Discord à proposer des parties. Alors, on fait pas que ça, on fait du débat JDR aussi. On fait j'ai cru comprendre, oui. C'est une communauté vachement impliquée et active. Mais il y a des parties, des tables, et en fait, tu as des facilités, tu trouves des joueurs sans problème, tu as des facilités d'agenda. Ça remplace pas le jeu de rôle en présentiel. T'as toujours des choses qui manqueront. C'est pas la même pratique. Mais à défaut d'autres choses, et pour moi les deux sont compatibles. Pour l'instant je suis en train de terminer mes campagnes virtuelles, donc je vais pas les arrêter en disant stop, c'est fini le confinement, voilà. Et une fois qu'on aura fini nos campagnes virtuelles, je vais alterner un peu de virtuel, un peu de présentiel, histoire d'avoir ma dose des deux.
Sympa. J'avoue que je fais partie des rares qui préfèrent en virtuel. On perd un peu en convivialité, mais je trouve qu'on garde en intensité, en rigueur. Peut-être qu'on délire un peu moins, et pourtant on délire, hein. C'est pas faute de délirer. Mais du coup, on est plus attentif à ce que font les autres. On est plus attentif à ce que font les autres. C'est vrai, on a d'autres outils qui permettent aussi d'improviser plus facilement. On peut sortir un PNJ rapidement, sans même que les autres se rendent compte, que les joueurs se rendent compte que c'est une invention pure et qui n'a rien à faire dans le scénario, et voilà. Mais après, ça demande peut-être d'autres pratiques aussi. Certains jeux un peu lourds, des jeux tactiques, demandent beaucoup de préparation, beaucoup plus finalement qu'en présentiel, et c'est un investissement. Voilà. Pour moi, les deux se valent, mais c'est pas exactement la même pratique. Voilà, c'est une variation, et je comprends tout à fait qu'il y en a qui préfèrent l'une ou préfèrent l'autre. Moi, j'aime bien les deux, donc du coup, je fais un peu des deux. Et c'est vrai que maintenant que j'ai goûté au virtuel, avec la vidéo, comme je te dis, avec les outils qui existent, être purement virtuel, alors en présentiel, j'en ai refait depuis. Des fois, tu te sens un peu démuni, tu te dis mince, mais si j'avais une playlist juste accessible sur mon disque, ça irait bien, ou je chercherais bien un PNJ, mais là j'ai pas d'image, voilà. Donc il y a des choses qui sont nées finalement par la contrainte du confinement, et qui s'instaurent. Et puis en plus, effectivement, le confinement a fait qu'il y avait beaucoup plus de joueurs qui se sont intéressés, de gens qui sont dotés de webcam, c'est ce que pour le boulot, et qui du coup maintenant peuvent jouer sans problème. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de ma pratique. On va alterner un peu les deux, mais effectivement j'aime bien tout ça. Les tables virtuelles, elles ont pour moi, tu partages pas les chips. Tu partages pas le quotidien aussi, moins. En tout cas, tu partages moins le quotidien de la personne, parce que en présentiel, tu as toujours un temps d'avant-partie dans lequel tu te poses, justement, tu manges ta pizza, tu as un peu du boulot, la femme, le mari, les enfants, voilà, et puis hop, on commence à jouer. Tu as moins ça en distanciel. C'est vrai. C'est dans ma pratique, tu as moins ça en distanciel. Donc tu perds un peu, effectivement, le côté convivialité, mais tu peux jouer le soir. Donc du coup, tu peux jouer tranquille en semaine. C'est plus compliqué en présentiel, s'organiser. On peut y arriver sur des grosses villes comme Lyon, tu vois, nous on arrive à s'organiser. Mais quand t'es en petit village perdu au fin fond de la Belgique, je te dirais bien, c'est plus compliqué. Voilà, et là, ça permet en fait de rendre plus accessible finalement le jeu de rôle et plus ouvert. Eh bien écoute, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci Orion. Caprice m'avait prévenu. Je suis bavard. C'était passionnant. Bien, bonne fin de convention. Merci, à toi aussi, à plus. Ciao. Ouais, je suis désolé.